Bienvenidos a esta mesa redonda sobre los determinantes sociales de la salud. El objetivo general de esta mesa redonda consiste en identificar algunos enfoques para el estudio de los determinantes sociales de la salud. Más específicamente, queremos explorar las perspectivas social comunitaria, económica, política y cultural para el estudio de los determinantes sociales de la salud. En esta ocasión hemos invitado 3 personas que trabajan con este tema desde diferentes ángulos. Hoy nos acompaña la doctora Louise Potvin, quien se desempeña como profesora del Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Montreal. Es investigadora del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Salud GRIS. La doctora Potvin es la directora de la Cátedra Enfoques Comunitarios, Desigualdades en Salud. Igualmente hoy nos acompaña el doctor Gilles Bibeau, profesor de Antropología Médica de la Universidad de Montreal y corresponsable de la red REDET. Además está con nosotros el doctor André-Pierre Contandriopoulos, profesor titular del Departamento de Administración de la Salud, investigador del GRIS y corresponsable de la REDET. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar a introducirnos en el tema, me gustaría primero que todo decir que no es nuevo el hecho de estudiar lo que determina la salud en una población. Efectivamente, por lo menos desde el siglo XIX, han habido profesionales interesados en el estudio de la enfermedad asociada a las condiciones de vida y de trabajo. Incluso antes del descubrimiento de los agentes patógenos causales. Es el caso de la tuberculosis, por ejemplo, cuyas causas fueron descritas antes del descubrimiento del bacilo de Koch. Dentro de las causas fueron descritos el agotamiento físico, la nutrición insuficiente, así como también el hábitat y el trabajo insalubres. Hoy, casi 2 siglos después, continuamos estudiando los determinantes sociales de la salud para tratar de comprender mejor los mecanismos complejos sobre los que se basa el fenómeno salud-enfermedad y en la búsqueda permanente del bienestar de la sociedad. Numerosos investigadores de diferentes disciplinas, ya sea de la sociología, de la antropología, de la economía y de la medicina, entre otras, han estudiado los determinantes sociales de la salud. A pesar de la existencia de diversas disciplinas que constituyen las puertas de entrada para el estudio de los determinantes, los científicos parecen estar de acuerdo en 4 puntos o constataciones que menciono rápidamente. En primer lugar, el hecho que el medio ambiente físico, social, económico y cultural desgastan de una manera diferencial la vida de las personas. Una segunda constatación afirma que los procesos patógenos se conjugan para producir una mayor vulnerabilidad de las personas, las familias y las comunidades. Forman cadenas complejas en las cuales actúan de manera interactiva factores medioambientales, biológicos, sociales, económicos, culturales, así como también las características más personales. Una tercera constatación que ha sido puesta en evidencia por los investigadores es una gran variación entre las personas en el seno de una misma categoría socioeconómica o incluso dentro de grupos marginalizados o excluidos de la sociedad. Finalmente, la cuarta constatación hace referencia a la hipótesis que las desigualdades sociales y económicas pueden haber aumentado tanto en los países del norte como del sur durante las 2 últimas décadas, con las consecuencias que esto haya podido acarrear sobre el nivel de salud y de bienestar de la población. Alors, je voudrais vous demander, madame et monsieur, et vous pose la question d'abord à vous, monsieur Contandriopoulos, comment vous vous situez par rapport à l'étude des déterminants sociaux de la santé? Par quelle porte rentrez-vous pour étudier les déterminants sociaux de la santé? Alors pendant quelques minutes, ce que je vais essayer de faire, c'est de
placée dans la perspective économique. C'est-à-dire considérer que de tous les points de vue que l'on peut adopter pour, si on veut regarder ce qu'est la santé des populations et des individus, j'adopterai une de ces positions, celle de l'économiste. La personne est vue dans ce cas-là comme étant une personne sociale et que dans le grand champ du social, c'est la question des ressources, de leur distribution, de leur consommation qui est au centre de la préoccupation. Alors la perspective économique sur les déterminants de la santé s'inscrit dans une longue tradition où la santé est conçue principalement, fondamentalement, comme une ressource qui contribue au bien-être. La perspective économique consiste donc à analyser comment cette ressource, la santé, est produite, distribuée, utilisée. Comme Mauricio Gomers vient de le rappeler, la préoccupation des économistes en regard de la santé date à peu près de la naissance de l'économie, dès le XVIIIe siècle, au moment du début de la révolution industrielle. On se demandait déjà comment des populations allaient pouvoir être mobilisées pour produire des biens et des services, et on remarquait que ces populations-là avaient un capital de santé qu'on pouvait mobiliser plus ou moins bien, qui pouvait être atteint de façon plus ou moins grave par la maladie qui les retirait du monde du travail et donc qui rendait leur productivité inférieure. Partant de là, une réflexion s'est poursuivie de façon relativement discrète jusque vers le milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, un véritable champ de connaissances s'est développé autour de l'économie de la santé. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que dans ce domaine-là, la santé n'a pas fait l'objet d'une réflexion très approfondie. Très fondamentalement, dans la perspective économique, la santé est perçue comme étant cette ressource qui est en quelque sorte érodée par la maladie. Et il suffira pour l'économiste, bien souvent, de parler de la maladie comme étant la dimension négative de la santé pour parler de la santé. Alors, de plus, il faut aussi constater que la position de l'économiste qui parle de la santé est essentiellement une position qu'on peut qualifier de positiviste. La santé est objectivable, elle est objectivable à partir de son élément négatif, qui est la maladie. On peut dire que 5 grands domaines sont abordés par les économistes de la santé. Le premier est celui qui consiste à travailler sur la santé à travers le système de soins, c'est-à-dire à travers ce qui permet de corriger la maladie. L'économiste a à ce moment-là un raisonnement très simple. Si l'on veut améliorer la santé de la population, il suffit d'arriver à corriger bien la maladie et donc d'organiser un système de soins qui, produisant des services de santé, permettra de corriger la maladie. On a dans ce domaine-là alors une véritable explosion des travaux en économie de la santé, travaux qui vont viser à mieux comprendre le fonctionnement du système de soins, le fonctionnement de l'hôpital, la performance du système de soins, qui vont s'intéresser aux questions du financement, de la privatisation, qui vont aborder le problème de l'accès aux services et le rôle que les prix peuvent jouer dans le problème de l'accès aux services. Ces questions, pour intéressantes qu'elles soient, sont un peu éloignées de la préoccupation de notre réseau, dans la mesure où elles s'intéressent au fonctionnement du système de soins et moins aux déterminants de la santé proprement dit. Le deuxième grand thème que les économistes de la santé ont abordé est celui des relations croisées entre le développement économique, la prospérité et la santé. Les travaux dans ce domaine ont travaillé dans 2 directions. D'une part, plusieurs ont tenté de montrer que le capital de santé, l'état de santé d'une population, était en partie le résultat de la prospérité économique. Et on peut, à ce moment-là, regarder les travaux qui ont mis en relation les niveaux variables de développement économique de différents pays avec des résultats variables de santé. Les résultats généraux montrent qu'il y a une courbe, si on veut, croissante et qui s'aplatit entre la prospérité économique et la santé. On a l'impression qu'à partir d'un certain niveau de développement économique, les impacts sur la santé moyenne de la population, exprimés en espérance de vie, s'affaiblissent. On parle d'un rendement faible, voire négatif, des dépenses de santé en termes de production de la santé. Dans ce thème-là, une deuxième approche a été de considérer la santé comme une ressource mobilisable pour le développement économique.
À ce moment-là, on considère que les investissements dans le domaine du système de soins sont réellement des investissements qui vont créer cette capacité d'avoir une main-d'œuvre productive et donc de pouvoir développer et pouvoir contribuer à du développement économique. Le troisième thème est celui qui a réuni des économistes autour de l'observation que ce n'était pas tant le niveau moyen de ressources et le niveau moyen de prospérité ou de revenus qui était un facteur porteur de santé à l'échelle des populations, mais beaucoup plus la question des inégalités de santé. Alors de très nombreux économistes ont travaillé sur la mesure des inégalités sociales, des inégalités de revenus, et ont associé ces mesures d'inégalités de revenus à la santé. Les résultats, en gros, disent plus il y a d'inégalités, moins bonne est la santé d'une population. La quatrième approche est celle qui consiste qui vise à établir ce qu'on pourrait appeler une fonction de production de la santé d'une population. On établit des variables de mesure de la santé, une espérance de vie, et on se demande comment cette espérance de vie est produite, ou comment les variations d'espérance de vie sont produites par différentes choses. L'éducation, les services de santé, l'environnement sain, la nourriture, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est dans cette perspective-là qu'on a voulu placer les efforts qui ont été faits par Evans et ses collègues et qui ont été publiés dans Être ou ne pas être en santé. On a voulu dire que ce qu'ils avaient tenté de faire était de produire une fonction de production de la santé, ce qui est probablement une lecture un petit peu hâtive de leur travail. Le problème et les critiques que l'on peut faire à l'approche production d'une fonction de production de la santé sont de placer au même niveau toute une série d'interventions publiques qui n'ont pas forcément les mêmes effets sur un concept santé qui n'est pas unidimensionnel, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Finalement, et pour conclure, la dernière entrée des économistes dans la santé est celui que l'on peut qualifier comme une économie politique de la santé. Dans cette perspective-là, il s'agit de comprendre comment le fonctionnement économique de la santé crée une violence structurelle qui vient affecter les populations et réduire leur santé. Alors voilà en quelques mots les différentes entrées de cette perspective que l'on peut qualifier l'approche économique en santé. Je laisse maintenant la parole, je pense, à Louise Potvin. Oui. Merci beaucoup, M. Constandriopoulos. Oui, on passe la parole à Madame Louise Potvin. Je vous repose la question. Comment vous vous situez par rapport à l'étude des déterminants sociaux de la santé? Par quelle porte rentrez-vous pour étudier les déterminants sociaux de la santé? Je vais essayer de vous présenter un peu les quelques concepts qui sont à la base de ce que j'appelle la perspective sociale communautaire. Et un petit peu comment je pense que cette perspective est un prisme révélateur des inégalités de santé et des résultats de santé dans une population. Et j'aimerais d'abord parler brièvement de deux études qui sont en fait à la base de ce qu'on connaît ou qui ont un peu démarré tout ça. La première est certainement l'étude de Roseto. Roseto est une petite ville peuplée d'Italiens au nord-est de la Pennsylvanie. Et on y a remarqué qu'au cours des années 60, que contrairement à sa voisine Bangor, il y avait des mortalités par maladie cardiovasculaire beaucoup plus faibles. Et on avait attribué ces déficits de mortalité à une forte cohésion sociale qui régnait dans cette petite ville parce que, à facteur de risque équivalent avec la voisine Bangor. En fait, l'intérêt principal de cette étude-là tient au fait que c'est sur la base du déficit de mortalité observé donc au début des années 60, conjugué à ce qu'on avait vu comme tendance à l'américanisation des styles de vie, dès 1964, donc, ce groupe de chercheurs prédisait que la mortalité à Roseto se rétablirait, ce que l'on a observé avec un suivi de 60 ans des données de mortalité. Donc, à partir des années 70, la mortalité par maladie cardiovasculaire à Roseto devient équivalente à celle de sa voisine. Et cette remontée des mortalités s'est accompagnée, comme prévu, effectivement, par un effritement de la cohésion sociale. On a remarqué que les habitants de Roseto se mariaient moins souvent
entre eux, plus souvent donc à l'extérieur de la communauté, qui participaient moins intensément à la vie associative locale, et que les signes extérieurs de richesse devenaient plus apparents. Une autre étude qui a façonné un peu nos savoirs ou qui a aiguisé notre curiosité est celle de Mildred Blackster, une sociologue britannique, qui publiait en 1990 Health and Lifestyle. Dans ce livre-là, Blackster montre assez élégamment que les gains de santé associés à la pratique d'habitudes de vie saines seraient plus importants pour les personnes qui vivent dans des milieux plus favorisés. Donc, à style de vie égaux, si votre milieu est plus riche, vous avez des gains de santé plus importants, ce que les économistes appellent en fait le bénéfice marginal d'une action. Donc, ces études-là ont donné lieu à un foisonnement d'études dans les années 90 et de plus en plus, on est convaincu que de santé s'agrège autour des lieux de résidence des populations. Ces associations-là ont été montrées pour la consommation et l'initiation au tabac, les comportements à risque des adolescents, la mortalité générale, la santé perçue, les maladies cardiovasculaires. En fait, pour reprendre l'expression d'Antonovsky, on aurait une dimension salutogène dans nos milieux de vie. Donc, une des premières questions qui a été soulevée par ce type de résultat-là est la distinction de ce qu'on a appelé les effets de composition des effets de contexte. C'est-à-dire, on entend par effet de composition l'attribution de cette agrégation-là au fait que les gens qui vivent dans un même milieu ont souvent tendance à avoir des caractéristiques similaires. C'est-à-dire que dans la mesure où ces caractéristiques sont aussi associées à des résultats de santé, on va donc parler de effets de composition. C'est-à-dire que plutôt que des caractéristiques distinctes des milieux de vie, ce sont les individus qui se rassemblent et ce rassemblement crée tout simplement une agrégation, un phénomène agrégatif. D'un autre côté, on parle aussi d'effets de contexte. On va opposer à ces effets de composition, donc les effets de contexte, qu'on va attribuer à l'agrégation géographique des issues de santé sur des caractéristiques écologiques des milieux. Donc, l'hypothèse qui sous-tend ces effets de contexte, c'est que les milieux seraient caractérisés par des attributs qui transcendent donc les caractéristiques individuelles des gens qui y vivent et qui affectent leur santé. La sociologue Sally McIntyre étudie depuis une dizaine d'années 4 quartiers de la ville de Glasgow en Écosse et elle utilise l'expression « structure d'opportunité » pour décrire ces attributs des milieux de vie qui promeuvent ou endommagent la santé. Et dans cette structure d'opportunité, McIntyre distingue 3 familles d'attributs. La première famille, qu'elle appelle les caractéristiques de l'environnement physique, que sont le climat, la qualité des approvisionnements en eau, la pollution locale, en fait, produisent effectivement une agrégation des phénomènes de santé. Très près de nous, à l'été 2000, on se souvient qu'à Walkerton, la qualité des approvisionnements en eau a été à la base d'une épidémie. Deuxième famille d'attributs, les configurations locales des ressources. Et on rejoint un petit peu à ce moment-ci la perspective économique, c'est-à-dire que ces ressources qui promeuvent ou endommagent la santé. Bien sûr, et c'est ce qu'on s'aperçoit, en plus des ressources de soins et en services médicaux, il y a une diversité de ressources communautaires qui sont accessibles aux citoyens à travers des agents de tous les types, qui sont aussi associés à la santé. On va parler de la qualité du parc de logement, de la nourriture disponible, l'accessibilité pour les jeunes au tabac et ce genre de choses-là. Enfin, la dernière famille des caractéristiques contextuelles est liée à l'organisation locale de la vie sociale. La façon dont les gens interagissent entre eux. Et la littérature récente déborde en fait d'études qui ont été menées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui montrent que les variations locales dans la nature de ce tissu social, tel que saisi par des notions de capital social, cohésion sociale, participation communautaire et discrimination sous toutes ses formes, sont associées à la santé des populations locales. Notre perspective par rapport à ça est de dire que ce débat-là entre les effets contextuels et les effets de composition est un faux débat. La création des milieux de vie, en fait,
présuppose effectivement qu'il y a un aspect historique, qu'il y a un aspect de population et qu'il y a un aspect temporel. Les gens s'agrègent entre eux parce qu'entre eux, ils arrivent, ils croient qu'ils peuvent développer les ressources qui leur permettent de répondre à leurs besoins. Et le fait de cette agrégation permet, en fait, de créer ces ressources-là. Cette perspective que Catherine Froelich a développée dans un concept qu'elle appelle Collective Lifestyle, permet en fait effectivement de dépasser une simple perspective d'ingénierie sociale qui, lorsqu'elle est basée uniquement sur les ressources, d'une perspective individualisante qui nous axe exclusivement sur la composition. Donc, ce qu'il faut percevoir, c'est comment effectivement l'agent social devient un producteur de sa propre santé à l'intérieur de ses milieux de vie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Potvin. Et je vous pose la question à vous, Monsieur Bibeau. Et comment vous vous situez par rapport à l'étude des déterminants sociaux de la santé? Par quelle porte rentrez-vous pour étudier les déterminants sociaux de la santé? Mauricio, comme anthropologue, je pense, devrait attendre à ce que je parle de la culture. Ce sont les choses peut-être les plus fascinantes du monde, d'essayer de comprendre pourquoi les cuisines sont différentes d'une classe sociale à l'autre, très souvent. Pourquoi la manière de s'habiller est différente. Pourquoi l'architecture des maisons entre les sociétés est aussi fort différente. Et pour rendre les choses encore plus complexes et pas se limiter aux éléments strictement matériels qui sont à la base des cultures, essayer de comprendre le rapport entre les hommes et les femmes, les modèles d'éducation des enfants, la transmission intergénérationnelle, les modèles d'autorité, et pour complexifier encore davantage les systèmes de croyance. Pourquoi une société croit qu'il y a un Dieu, d'autres pensent qu'il y en a 3 et les autres en mettent 1000? Pourquoi les idéologies sont différentes? Pourquoi de la même capacité humaine à produire le langage, nous avons inventé 7000 langues? C'est ça qui est absolument extraordinaire. Essayez de comprendre la variation et en même temps de rendre compte de continuité, de ressemblance entre les sociétés. Alors, il s'agit donc de comprendre à travers la culture cet ensemble, si l'on peut dire, inventé de manière de se comporter, de manière de se représenter les choses. Et c'est ça qui intéresse l'anthropologue. La culture, comment est-ce qu'il la définit? Et comment expliquer cette très très grande variation? Eh bien, par le fait qu'il y a un processus et un résultat de processus d'adaptation d'une population à un environnement donné, à des conditions particulières dans lesquelles cette population se trouve. Mais ça ne suffit pas. Il y a 2 autres phénomènes qui doivent intervenir par-delà cette relation particulière et les contraintes imposées par un contexte extérieur. Il y a le fait qu'on essaie toujours d'être différent du voisin. Je me positionne dans la différence par rapport au voisin. Les sociétés humaines travaillent à produire de la différence. Je ne peux pas être comme mon voisin. Il fait ses maisons rondes, je fais mes maisons carrées. Et c'est ainsi dans tous les secteurs. Et il y a un autre élément qui est absolument central et on ne sait pas pourquoi ça va produire telle et telle chose. Ce sont des choix. Des choix qui sont faits, qui sont souvent arbitraires. Pourquoi une langue, par exemple, va être monosyllabique avec des tons et les autres vont utiliser, les voisins, une toute autre manière de créer le langage. Maintenant, arrivons au niveau de la maladie. Eh bien, il existe dans chacun des groupes humains, et nous pourrions même, je pense,
dire la même chose pour des catégories sociales, pour des classes sociales, le monde paysan, le monde ouvrier, par exemple, les bourgeois et des intellectuels dans une société, ce qu'on pourrait appeler un idiome du mal-être, un idiome de la souffrance, un idiome de la maladie, un idiome de la santé aussi. Ça veut donc dire une langue, un ensemble de mots qui sont mis à la disposition des personnes individuelles par leur groupe d'appartenance lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a maladie. Et on pourrait dire que cette langue se compose de trois choses fondamentales. Tout d'abord, un système sémiologique, c'est-à-dire un système de signes, de marqueurs, d'indicateurs de la présence d'un problème. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il commence à y avoir un problème en soi ou qu'on reconnaît la présence d'un problème chez les autres? Il y a bien sûr des indicateurs comportementaux, il y a des indicateurs physiques, etc. Or, chacun des groupes, en quelque sorte, pour les différentes catégories de problèmes, va inventer un système de signes, on pourrait appeler une sémiologie populaire, par exemple. Ça ne suffit pas, il y a un deuxième élément extrêmement important, et surtout lorsqu'il faudra mettre en place des programmes d'intervention, lorsqu'il faudra développer des pratiques cliniques importantes et mettre sur pied des politiques de santé et des programmes de santé, il faudra en tenir compte, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'explication ou des systèmes qui se réfèrent à la manière dont les gens expliquent pourquoi ils sont malades, renvoyant éventuellement à leur diète inadéquate, renvoyant éventuellement au fait qu'ils sont attaqués par, disons, des esprits extérieurs, renvoyant au fait que leur niveau économique n'est pas assez élevé. Nous sommes en face, là, de modèles populaires, d'explications, qui doivent être pris en considération si nous voulons véritablement pouvoir ancrer, appuyer nos programmes de prévention sur quelque chose qui est significatif pour les gens, pour pouvoir enclencher un processus. Et il y a un troisième élément qui est lié au fait que les personnes reçoivent de leur groupe cet idiome, ce langage qui leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire en face de tel et tel problème de santé, que je dois éventuellement aller directement voir un médecin, que je dois au contraire consulter à tel autre endroit. Ce sont toutes les démarches d'aide, ce qu'on appelle les itinéraires de recherche d'un mieux-être ou de solution à un problème particulier de santé. Or, ces trois éléments, un ensemble de signes, d'indicateurs qui permet de reconnaître la maladie, des systèmes d'explication et tout l'ensemble des réactions, des démarches dans l'effort de gestion, de prise en charge, de recherche de solutions face à un problème font partie, en quelque sorte, de cette syntaxe ou de cette grammaire fondamentale qui est mise à la disposition des groupes. Et je le répète, à la fois, elle est toujours hautement spécifique, elle est particulière. Celle des groupes marginaux et des exclus ne sera pas celle des groupes dominants dans une société, mais en même temps, elle tend toujours à répondre aux mêmes grands défis fondamentaux, mais réponses qui sont élaborées différemment d'un groupe à l'autre. Il faut donc à la fois être capable de mettre en évidence ce qui est, si l'on peut dire, de l'ordre de la variation, de l'hétérogénéité, mais aussi dans nos travaux. Et il est fondamental d'essayer de travailler de manière transversale et voir qu'est-ce qui est commun, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, puisque nos sociétés, bien qu'hétérogènes, doivent quand même être travaillées dans leur communalité, dans ce qui les fait exister comme communauté, comme société. Alors voilà ma porte d'entrée sur les déterminants sociaux. C'est une porte hautement, si on peut dire, culturelle. Merci. Merci, M. Bibeau. Et alors, je reprendrai l'exemple de la ville de Roseto pour vous poser la deuxième question à vous, Madame Potvin.
comment vous voyez l'exemple de la ville de Roseto s'il y avait eu des études politiques et culturelles qui se menaient en même temps, et pour vous dire quelles sont les catégories à l'intérieur d'un modèle intégrateur qui puisse arriver à articuler les différents traits pour l'étude des déterminants sociaux de la santé. Je pense que la première catégorie à laquelle moi je me référais, c'est celle de l'agent. C'est parce qu'on peut arriver facilement, à mon avis, à un modèle relativement nihiliste de la personne humaine où on conçoit l'être humain qui réagit passivement aux contraintes de l'environnement. Un environnement qui lui est donné sans qu'il ait trop son mot à dire. Alors que une perspective socio-communautaire nous place, si vous voulez, au cœur de cette dynamique-là où l'agent n'est pas un simple réceptacle des influences extérieures, mais est un être participatif à sa vie communautaire. C'est ça. Comment vous voyez... je pense qu'on peut reprendre tout de suite, et de plus, et en même temps, il n'est pas non plus comme l'homo economicus classique, libre et souverain de prendre toutes ses décisions. Il est dans un environnement social contraignant, et donc il doit à la fois être autonome, mais en même temps il est dépendant de cet environnement. Et je pense que là, il a une nécessité de réintroduire l'agent, l'être humain dans toute sa complexité, une complexité à la fois sociale, une complexité culturelle, comme Gilles Bibeau en a parlé, mais aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, qui est sa complexité biologique, qui est l'espace dans lequel va s'exprimer la détérioration souvent de la santé, qui va avoir des manifestations biologiques. Et que pour comprendre la santé, il va falloir aussi que l'on dialogue avec le point de vue biologique qu'on n'a pas abordé jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Et aussi, au sein d'une approche centrée sur les déterminants sociaux de la santé, il est peut-être essentiel de voir cet acteur, cet agent, ce sujet replacé dans les différents groupes d'appartenance. Imaginons par exemple la place de la famille, ou les différents types de familles qui peuvent exister au sein d'une population, l'agent largement modelé par cela, la catégorie sociale ou la classe sociale, le fait d'être ouvrier plutôt qu'un agriculteur, incontestablement a une influence, le lieu où on habite, etc. Donc il y aura probablement nécessité, Louise, il me semble, d'ouvrir cette catégorie d'agents. Et peut-être, à ce moment-là, mais je ne sais pas, là je pose la question à mon tour, à vous deux, est-ce que nous aurions avantage, à partir de la notion d'hétérogénéité au sein des groupes, de prendre différents agents situés dans différentes classes sociales et de travailler dans une perspective comparative intragroupe et comparative intergroupe? En fait, c'est là, je pense qu'on va pouvoir élucider un certain nombre de questions. Alors, comment un individu qui est de classe défavorisée, comme agent et comme aussi lieu de mécanismes biologiques, réagit lorsqu'il est dans un milieu riche ou dans un milieu pauvre? Et comment on va définir les milieux riches et les milieux pauvres? Mais c'est évident, je pense que c'est de cette observation des hétérogénéités qu'on va pouvoir effectivement voir comment cet espace de négociation, finalement, entre l'agent et les autres aspects de son milieu se passe et comment ces aspects-là façonnent sa santé. Puis je pense que ces questions que vous poses, Gilles, sont intéressantes aussi pour réaliser qu'on ne parle peut-être pas d'une seule santé aussi. Et j'ai l'impression qu'on parle de santé individuelle, mais de santé individuelle qui est en partie liée au fonctionnement biologique, mais qui est aussi en partie liée au monde psychique et à la façon dont on se représente les choses. Et puis il y a aussi une santé qui est de l'ordre du social, le fonctionnement collectif, la santé de la masse, des agrégats d'individus que l'on retrouve dans les familles, dans les populations, dans les sociétés, différentes façons de les organiser. Et donc que la notion des santé des populations va devoir nous amener aussi à essayer de réfléchir sur ce qu'est la santé, probablement que c'est un concept moins
moins homogène, moins linéaire que souvent ce que l'on a en tête, ce qui va nous amener probablement, quand on va parler sur les déterminants de la santé, nous amener à reconnaître qu'il y a des déterminants qui agissent sur des dimensions différentes de la santé. Et qu'on n'aura pas une possibilité de comparer facilement et d'arbitrer facilement entre l'action sur le social, l'action sur le culturel, l'action sur le biologique, et que probablement une société responsable devrait pouvoir agir sur ces différents niveaux simultanément, en comprenant bien qu'ils ne jouent pas sur tout à fait les mêmes choses et qu'ils n'agissent pas de la même façon sur l'agent ou sur l'individu. Absolument. Mais là, si vous permettez, Mauricio, allez-y, monsieur. Vous avez introduit, André-Pierre, tu as introduit ce concept de population. Là, j'ai le sentiment d'assister à un déplacement de l'agent, qui était notre porte d'entrée, mais lieu, en quelque sorte, où les dimensions que nous avons évoquées en un premier temps se concrétisaient, parce que finalement, c'est à travers les actions, les pratiques de personnes bien concrètes, bien situées dans des espaces et dans des temps particuliers que tout le système, en quelque sorte, se met en mouvement. Et là, tout à coup, le sentiment que nous arrivons avec une autre notion et qui est, je dirais, fortement chargée de toute l'épidémiologie classique, qui est celle de population. Quel sens ici donnes-tu à celle de population? Ce serait intéressant de poursuivre dans l'idée chargée de l'épidémiologie classique. Dans la façon dont j'en parlais, elle était plutôt chargée de ce qu'était le projet de la société tel que Foucault l'identifie, la société protectrice du vivant, et du vivant non pas individualisé, mais du vivant de la masse des individus constitués en population, la société qui se préoccupe de la morbidité, de la mortalité, de la naissance, comme des phénomènes de population, et pas simplement comme des phénomènes individuels. Bien sûr, ils ont des bases individuelles, mais ils se manifestent à l'échelle de populations, de groupes organisés de personnes. Et il y a, à l'heure actuelle, en épidémiologie, un débat très intéressant sur cette idée, justement, que la population ou les phénomènes de population ne sont pas que l'agrégat des phénomènes individuels. Et l'épidémiologie se retourne sur elle-même, en fait, et fait cette autocritique que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est en fait l'épidémiologie des individus. C'est ça. Et on essaie, par un peu tous les moyens, de reprendre un certain nombre de catégories pour repenser comment, effectivement, on arrive à collectiviser ou à rendre une compréhension plus populationnelle des phénomènes. En sens d'entité d'observation étant la population et non pas la somme des individus. Exactement. C'est ça. Mais et compte tenu du fait que la sociologie, l'anthropologie, les sciences sociales en général nous ont équipés d'un certain nombre de concepts pour travailler le collectif, les dimensions collectives. Je pense simplement à ces concepts de catégorie sociale, de classe sociale, d'ethnie, etc., de groupe d'appartenance et tout. Est-ce que nous ne pourrions pas aussi explorer, au sein d'une perspective déterminants sociaux de la santé, des alternatives, si l'on peut dire, à la notion de population? Pas seulement parce qu'elle est chargée, mais elle entraîne aussi des devis de recherche assez spécifiques, en quelque sorte. Peut-être dans une... Et je pense que là, on a vraiment la discussion de savoir, et c'est une discussion difficile de savoir, qu'est-ce qu'on appelle, comment appeler ces masses d'individus. On les appelle populations, on les appelle groupes sociaux, on les appelle familles, on les appelle... Et donc, on a vraiment une question de définition. Ce qui nous semble intéressant pour le moment, c'est de reconnaître qu'il y a un niveau d'analyse qui considère l'agrégat d'individus comme étant une entité d'analyse, indépendamment du nom qu'on lui donne. Et de les analyser dans la complexité de ces agrégats et non pas les analyser comme étant un échantillon représentatif d'une somme d'individus. Je pense que c'est là que c'est intéressant. Et peut-être que ça nous... Oui, dans ce sens-là, les dimensions temporelles, c'est-à-dire le moment où l'on étudie cet agrégat et tout ce qu'on va appeler, en fait, le milieu, le contexte, l'environnement dans lequel cet agrégat d'individus évolue, deviennent des dimensions tout aussi importantes que les individus eux-mêmes qui forment cet agrégat, et d'où que cet agrégat devient différent, si vous voulez, que la somme des individus. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, un dernier mot, sur l'effet qu'il y a des modèles qui
qui sont expliqués ou qui expliquent les déterminants sociaux de la santé et qui mettent au cœur de leur modèle la prospérité. La prospérité économique ? La prospérité économique. On est vraiment, je le disais tout à l'heure très brièvement, dans des modèles qui sont des modèles qui vont à double sens. Les économistes ne sont pas vraiment branchés à savoir si la santé était le résultat de la prospérité ou la prospérité un facteur de santé des populations. Et pour arriver à décerner, à voir le sens de la causalité, qui est probablement pas très simple, il faut revenir à des choses plus fines pour essayer de comprendre que derrière ces populations, au sens de la population d'une nation, se cachent des disparités importantes, et essayer de comprendre comment se construisent les concepts de santé et de quoi on parle quand on parle de la santé. Quel est votre avis, Madame Potvin? Je pense que cette notion de prospérité, elle est synonyme de plein d'autres choses. Et je retiens de ce genre de débat que lorsqu'on essaie de cibler une chose, un déterminant, comme étant l'explication de la santé, on fait la même erreur finalement que les gens des modèles d'un facteur de risque unique. Et il y a un peu un paradoxe à parler de déterminants sociaux de la santé, à mon avis. Et comment une compréhension du social, finalement, dans ce que c'est que le social, peut-il nous amener à des modèles déterministes? J'arrive pas encore, moi, personnellement, à solutionner ce paradoxe. C'est le mot déterminant qui gêne. C'est le mot déterminant qui, à mon avis, devient peu approprié. Merci beaucoup. Monsieur Libaud, vous avez le mot de la fin? J'ai le mot de la fin, mais merci beaucoup, Mauricio. Moi, je veux dire que prospérité, capital et plusieurs nouveaux concepts là qui sont introduits, ça me gêne un tout petit peu. Ça me gêne d'abord parce qu'ils masquent d'autres concepts beaucoup moins positifs que ceux-là, qui sont les concepts d'inégalité, de disparité, d'hétérogénéité, etc., etc. C'est la première limite de tout ça. Il y a aussi de tout l'optimisme, je dirais, d'une certaine santé publique américaine qui les met de l'avant. C'est assez typique d'un discours idéalisant sur les sociétés sans classe, sans inégalité, etc. Et aussi, il me gêne ces concepts parce qu'il renvoie à une théorie des sociétés et des rapports entre agents sociaux qui m'apparaît trop bellement intégrative, où tout semble bien fonctionner. Il suffira finalement, s'il y a prospérité, s'il y a richesse collective, de veiller à une bonne distribution de tout cela. Or, ma connaissance des sociétés humaines me montre plutôt qu'on en aura toujours à découdre avec l'inégalité, avec les conflits entre les classes et tout. Et alors, peut-être, il serait temps de perdre ce bel optimisme et de se confronter à la réalité telle qu'elle est. Et si je comprends bien, l'enjeu pour les déterminants de la santé ou le réseau que l'on constitue, c'est bien d'avoir une vision suffisamment complexe de cette réalité que sont les facteurs associés à la santé des individus et des populations, pour ne pas que l'on bâtisse des politiques qui soient des politiques fondées sur des données imparfaites, tronquées, et donc des politiques qui seraient dangereuses. Et ce qu'on espère, c'est à travers une compréhension plus large des déterminants de la santé, pouvoir bâtir un véritable projet social permettant la promotion de la santé des individus et des populations. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément, M. André-Pierre Contandriopoulos, Mme Louise Potvin, M. Gilles Bibeau. Vous venez d'assister à la table ronde sur les déterminants sociaux de la santé. J'ai avec moi M. Paul Bernard. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. M. Bernard est professeur de sociologie à l'Université de Montréal. Il est responsable d'une enquête longitudinale pour étudier le Québec et les défis du XXIe siècle. M. Bernard, je vous demande de réagir aux propos qu'on vient d'entendre lors de la table ronde.
Oui, mes savants collègues ont touché respectivement aux aspects économiques, socio-communautaires et culturels des déterminants de la santé. Tous, ils ont touché plus indirectement à une thématique qui parcourt tous leurs propos et sur laquelle je voudrais revenir, qui est une thématique politique. Bien sûr, on dit politique, on pense tout de suite à l'État, et à raison, c'est l'agent collectif le plus important avec lequel on se donne les moyens de répondre aux besoins des gens, et c'est tout un système de droits et d'obligations. Mais c'est plus que ça, la politique. C'est aussi, d'abord et avant tout, un moyen de traiter des inégalités et des différences dans les sociétés, les catégories sociales auxquelles on a fait abondamment allusion précédemment. Et c'est un moyen de le faire, et ça, tous les participants ont beaucoup insisté là-dessus, à travers une construction collective. La société n'est pas un donné qui pèse sur les individus, ça n'est pas que ça détermine leur santé, mais en même temps, cette société, son organisation politique, son système de droits, de devoirs, d'obligations, c'est aussi quelque chose que les individus créent à travers aussi bien des mécanismes de décision institutionnelle qu'à travers leur comportement quotidien. Une espèce de jeu entre les individus et la société dans lequel s'insèrent tous les déterminants sociaux de la santé. On en a vu plusieurs illustrations. Par exemple, André de Pierre-Contrandriopoulos a parlé du système de soins. L'accès à ce système de soins, qui est différentiel, évidemment un déterminant très important. Et il y a là des mécanismes d'inégalité. Il y a des mécanismes collectifs de prise de décision plus ou moins efficaces quant à cet accès. Si on va encore plus carrément du côté des déterminants sociaux de la santé, André Pierre a parlé de violences structurelles, d'inégalités de santé sur lesquelles on commence à avoir des relations assez fortement établies. Même l'environnement physique des gens, les substances avec lesquelles ils sont en contact, bien entendu, est d'abord physique, mais est aussi déterminé socialement. La Commission environnementale de l'Amérique du Nord, de l'accord de l'ALENA, disait récemment qu'au fond, plus on est pauvre, plus on vit près des déchets. C'est très clair qu'il y a des déterminants sociaux. On n'a pas les moyens, dans certains cas, de s'écarter de choses dangereuses pour sa santé, radiation, bruit, pollution atmosphérique, etc., etc., etc. Et on comprend de mieux en mieux les relais qui nous font passer du social au biologique, à travers des conditions comme celles que j'ai mentionnées, mais à travers aussi des choses plus complexes, comme le stress, etc. Alors, derrière tout ça, il y a une organisation collective, il y a de toute évidence des inégalités. Si on se tourne vers les propos de Louise Potvin, c'est très clair également la cohésion sociale, le climat des milieux dans lesquels les individus sont imbriqués, sont évidemment des déterminants importants, c'est très bien établi statistiquement, de la santé. Mais Louise parle de l'orientation locale de la vie sociale, de quelque chose donc qui n'est pas un donné, mais qui est aussi un construit collectif des individus. Elle parle même de style de vie collectif. On ne saurait mieux illustrer comment la politique, non pas dans le sens de l'État dans ce cas-là, mais de pouvoirs locaux, de rapports locaux entre des groupes, de cohabitation, de partage du territoire et de décision sur ses usages, sont parmi les déterminants heureux ou malheureux de la santé des gens. Finalement, Gilles Bibeau a parlé de pouvoir aussi. Il parle de culture, mais au fond, qu'est-ce qu'il a désigné? C'est le pouvoir qui est inégalement partagé et qui est collectivement construit, de nommer la maladie, de la reconnaître, de lui fournir des explications, éventuellement d'arriver à proposer des moyens pour résoudre ces problèmes-là. On n'a qu'à penser au rapport entre le système de soins et les individus pour bien voir que dans une société comme la nôtre, il y a du pouvoir qui s'exerce, il y a des monopoles professionnels, il y a des rapports entre les groupes, il y a des alternatives comme les médecines alternatives. Bon, tout ça, c'est une question d'organisation collective, ça bouge tout le temps. De ce point de vue-là, le panel s'est terminé sur une espèce de méfiance exprimée par Gilles Bibeau à l'égard d'un trop grand optimisme. Et j'en suis à bien des égards, parce que le thème du politique et donc l'incidence sociale de la santé, il est constamment traversé d'inégalités. Et la lutte contre ces inégalités pour donner à tous les êtres humains la santé comme un des moyens fondamentaux de se réaliser, c'est une lutte incessante. Il ne faut pas être béatement naïf. En même temps qu'il ne faut pas être non plus indûment pessimiste. Parce que c'est vrai qu'il y a des cotes mal taillées, c'est vrai qu'il y a des énormes inégalités d'accès, mais en même temps, les sociétés se donnent des moyens d'intervenir là-dedans, des systèmes de santé, des moyens d'accès, une culture, un certain
certain partage, une certaine façon de vivre tous ces phénomènes de pouvoir reliés à la santé. Et quand on fait des bons coups, il faut les reconnaître également. Donc, il ne faut pas être indûment pessimiste. De ce point de vue-là, j'ai un peu travaillé, par exemple, sur ce qu'on appelle les régimes providentiels. Pour les pays les plus avancés, qui sont au fond tous dans un système économique à peu près commun, à peu près semblable. On peut penser à toute l'Europe occidentale, l'Amérique, le nord de l'Amérique du Nord en tout cas. On peut penser que c'est un peu commun, que ça converge, on a une économie semblable, capitaliste, on doit tous être semblables. Mais pas du tout. Bien au contraire, des différences absolument colossales et persistantes sur des décennies et des décennies entre des régimes social-démocrates qu'on identifie plutôt à la Scandinavie, par exemple, des régimes libéraux, plutôt les pays anglo-saxons, y compris le Canada, et au contraire des régimes qu'on appelle conservateurs ou latins, qui sont plus présents en Europe continentale. Dans le premier cas, on privilégie beaucoup l'égalité, l'intervention de l'État, dans les régimes sociodémocrates. Dans les régimes de type libéral, on privilégie beaucoup plus la valeur de liberté. C'est un peu du chacun pour soi et l'État ne prend en charge que des besoins très minimaux en faisant attention de ne pas fournir de désincitatifs au travail. Au contraire, les sociétés de régime conservateur insistent beaucoup plus sur la solidarité, sur les régimes assurantiels, sur la famille comme agent principal de sécurité sociale. Donc tous ces systèmes jouent des mêmes trois valeurs, liberté, égalité, solidarité, comme dans la Révolution française, mais dans des proportions avec des arrangements institutionnels fort différents. Donc, retour sur le politique. La santé, c'est politique parce que les déterminants sociaux de la santé sont politiques, parce que les moyens d'intervention sur la santé sont politiques. Et en politique, il n'y a pas qu'une façon de faire, il y en a plusieurs, même à l'échelle de sociétés qui sont pourtant relativement semblables. Alors, c'est essentiellement ce qui, pour moi, ressort de ce panel. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Hemos explorado diversas perspectivas para el abordaje del estudio de los determinantes sociales de la salud. Podemos subrayar varios elementos que se encuentran en el centro de cada uno de los enfoques. Hemos escuchado algunas ideas sobre el enfoque económico. Podemos resumir de la intervención del profesor Contandriopoulos que los recursos están en el centro de la preocupación de la economía y que la salud es uno de ellos. Existen 5 campos de estudio dentro de este enfoque. El primero es aquel en el que la economía trata la enfermedad como la parte negativa de la salud. Por lo tanto, la corrección de la enfermedad se hace a través de la organización de la atención. El segundo campo es aquel en el que se establece una relación entre la prosperidad económica y la salud, siendo la salud un recurso que se puede movilizar para el desarrollo económico. Entonces la salud es vista como una inversión. El tercer campo se interesa en el estudio de las desigualdades sociales que son medidas principalmente por los niveles de ingresos. El cuarto campo estudia la relación entre la producción de la salud en función de insumos tales como la educación, el medio ambiente, los servicios de salud, etc. Un quinto punto es el de la economía política que afirma que la estructura de la sociedad sería el origen de la violencia llamada violencia estructural. La perspectiva social comunitaria explicada por la profesora Potvin pone en evidencia cómo los aspectos sociocomunitarios asociados a los medios de residencia de los individuos pueden convertirse en lo que ella llama prismas reveladores para examinar las desigualdades sociales en salud. Primeramente, la historia de la investigación social muestra el rol que ha jugado el medio social comunitario en la producción de la salud. Hemos escuchado una revisión del concepto de composición, es decir, la agregación de características individuales de las personas que viven en un determinado territorio, y el concepto de contexto, es decir, la agregación de características ecológicas de los medios y sus atributos. Estos dos conceptos nos introducen en el debate sobre la importancia que se debe atribuir a cada uno de los efectos de composición y de contexto en la agregación de los fenómenos de salud. Tener en cuenta estos dos conceptos parece ser la mejor manera de estudiar la producción local de la salud.
En cuanto a la perspectiva cultural, podemos decir que la meta del enfoque cultural es comprender y explicar las diferencias entre los grupos, las relaciones de los individuos en el interior de la sociedad, las relaciones hombre-mujer, las diferencias de lenguas, de comportamientos, la religión. Se trata de comprender mejor la manera de representar las cosas. Hay 3 elementos que están en la base de la determinación de la cultura. El primero hace referencia a la adaptación de la población a un medio ambiente y a las condiciones. El segundo es el deseo de buscar ser diferente, tener una identidad propia. Y el tercero corresponde a la selección o escogencia que se haga. En lo que concierne a la salud y a la enfermedad, las personas desarrollan un idioma de aflicción, un lenguaje de enfermo. Para el profesor Vivot, este lenguaje tiene 3 componentes. El primero es un sistema de signos llamado semiología o de indicadores de la presencia de un problema. Los indicadores pueden ser físicos, de comportamiento, etc. Un segundo componente es un sistema de explicaciones que constituyen la base de la respuesta de por qué las personas están enfermas. Un tercer componente hace referencia a las reacciones, es decir, las soluciones a los problemas. Este conjunto de componentes es diferente para cada grupo o para cada población. Sin embargo, ellos responden a los mismos desafíos fundamentales. Una cuarta perspectiva se agrega a las exploradas. Se trata de la perspectiva política en la cual se piensa al Estado, al sistema de derechos y de obligaciones. La política es un medio para tratar las desigualdades a través de una construcción colectiva. La sociedad, con su organización, el sistema de derechos y de obligaciones, es creada por las personas a través de mecanismos de decisión, pero también a través de comportamientos cotidianos. La política toma también la forma de la interacción de los individuos entre ellos y modela la salud de la población. Los valores dentro de los sistemas políticos en los diferentes países, tales como la igualdad, la solidaridad y la libertad, se encuentran en la base de la organización política, pero al mismo tiempo están presentes en diferentes proporciones con arreglos diferentes según el país. El hecho de privilegiar un valor sobre otro da como resultado un moldeado en la formación de la salud. Los determinantes sociales de la salud son también, para el profesor Bernard, políticos. Cuando tratamos de buscar categorías dentro de un modelo integrador que pueda llegar a articular las diferentes entradas para el estudio de los determinantes sociales de la salud, encontramos que el individuo o el sujeto parece ser el punto de articulación dinámico. Él vive en un medio ambiente complejo, él es a la vez un ser humano con una complejidad biológica y además tiene una dimensión social y psíquica. Podemos agregar que puede ser incluido en diferentes grupos de pertenencia. Otra categoría dentro de un modelo integrador podría ser dada por la heterogeneidad. La observación de la heterogeneidad intragrupo e intergrupo en una perspectiva dinámica va a dilucidar interrogantes sobre la conformación de la salud de la población. Hemos revisado 4 enfoques para el abordaje del estudio de los determinantes sociales de la salud. Como también hemos explorado, identificado algunos elementos para tratar de concebir un modelo integrador de los diversos enfoques para explicar el fenómeno salud-enfermedad. Gracias.